Pauline m'a demandé de faire un icebreaker. J'avais tendance à te demander pain au chocolat ou chocolatine, Maxime? Tu sépares mon cœur en deux là. Le grenoblois que je suis te dit pain au chocolat sans hésiter. À Bordeaux, on a des gros problèmes quand on dit pain au chocolat. Tu sais qu'on refuse de me servir des pains au chocolat. La boulangère me regarde en disant c'est quoi? Écoute, ils ont raison, moi je suis Rocher, en plus je suis supporter du Stade Rocher. Toi tu es supporter de l'UBB, donc ça va faire vraiment une partie à deux. Et donc ça crée des problèmes, mais j'ai regardé les notions historiques. Alors, Tu sais que ça vient d'Autriche. Et donc, oui, le pain au chocolat, qu'on appellera donc chocolatine, vient d'Autriche. Et en fait, ça s'appelait, alors je ne pourrais pas le dire en autrichien allemand, mais quelque chose qui ressemblait à chocolata ou chocolateria, et qui a été traduit par chocolatine. Et ça a été transformé que récemment en pain au chocolat par les boulangers pour que ça devienne non pas un produit pâtissier, mais un produit boulanger, donc qu'ils puissent le vendre dans leur boulangerie. ah, mais t'as vraiment. Il y a une vraie histoire entre le pain au chocolat et la chocolatine. Non, c'est un truc sérieux. Non, mais c'est pas juste un petit débat, c'est un vrai problème historique. Alors moi je pensais que c'est chocolatine, tu vois, ça allait être sud-ouest, plus rond, plus sympa. Ça n'a rien à voir avec le sud-ouest. Ouais. Ça vient d'Autriche. Ça vient d'Autriche. Donc s'il y a des amis autrichiens ici, voilà, qui veulent partager leur avis. Alors, ce matin, Maxime, je te laisse la parole. C'est ton moment à toi. On ne va pas faire que parler Pikin. On est sur le stand de Pikin. Et mon objectif avec toi, tu vas pouvoir revenir sur comment ça rencontre si tu souhaites. Mais ce que j'ai bien aimé, c'était l'approche qui est aujourd'hui assez réservée à l'hôtellerie de haut de gamme, on va dire, dans l'inconscient de tout le monde. Moi, quand j'ai fondé Pikin, je me suis dit, mais finalement, cette expérience de séjour, elle doit être accessible à tout le monde. Aujourd'hui, moi, avec mon équipe, on est assez content de pouvoir proposer ce service-là aux 2 étoiles jusqu'aux 5 étoiles et Palace. Et j'aurais voulu savoir, justement, parce que toi, ta perception de l'évolution de l'hôtellerie, moi, je découvre l'hôtellerie depuis 7 ans. Je viens d'autres industries, donc ça c'est marrant, on pourra peut-être revenir dessus pour comparer. Mais moi, j'ai connu le service après-vente. Et finalement, dans l'hôtellerie, tu n'as pas vraiment de service après-vente en tant que tel, parce que tu n'achètes pas un produit physique, tu achètes un service. Et donc, comment on peut avoir cette notion d'expérience post-séjour avec des services? Ouais. Je crois qu'on t'appelle Maxime. Non, ça va. Si ça te va, je vais commencer par une présentation aussi de qui suit mon parcours. Ça répondra en partie à ta question. Donc, je m'appelle Maxime Blo, je suis VOV France dans la classe réceptionniste en hôtellerie. Tout mon parcours, en fait, je l'ai fait dans l'hôtellerie luxe. Dès l'âge de 14 ans, je suis rentré en école hôtelière et je n'ai fait que ça toute ma vie jusqu'à mes 30 ans. Dès 14 ans? Alors, dès 14 ans, en école hôtelière à Grenoble, je disais. Ça t'est venu d'où? Pas de famille, comme on pourrait l'imaginer. Ça vient plutôt de l'envie d'avoir du contact de l'humain, pas du tout adapté au système scolaire classique. Et à Grenoble, il y avait une super école hôtelière, un bon conseiller d'orientation au collège, qui m'a dit « t'es pas adapté au système classique, spécialise-toi ». Et donc je suis rentré en école hôtelière, j'ai commencé mon parcours. Et là, la passion a pris. Rapidement, dans mon parcours bac hôtelier, il a fallu se spécialiser. Donc tu sais, on te demande de spécialiser entre cuisine, pâtisserie, restauration et l'hébergement. Bon, la cuisine-restauration, c'était hors de question d'entrée. Je n'étais pas du tout doué pour ça. Et donc je suis parti. Toujours pas? Toujours pas. Mais tu vois que je maîtrise quand même la différence entre la chocolatine et le chocolat. Et donc je me suis spécialisé sur l'hébergement, puis j'ai continué à Chambéry avec un master, toujours hôtelier, spécialisé en revenu management cette fois-ci. Et ensuite, de là, je suis reparti aux opérations, qui était vraiment mon cœur de métier. J'ai fait une petite dizaine d'années de carrière en 5 étoiles et Palace, dans des hôtels comme Péninsula, l'hôtel de Berry, pour un peu les plus connus à Paris. Et pour l'anecdote, et ça fera peut-être un peu le lien avec ce que tu dis, dans les hôtels 5 étoiles, je ne sais pas si c'est un retour qu'on t'a déjà fait, mais en fait, on a une manière spécifique de gérer les objets trouvés. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais avertir le client. Et donc, moi, pendant toute ma carrière, j'ai été formé à... si jamais on trouve un objet, on ne contacte pas le client, donc le service housekeeping, le service d'étage, je garde l'objet et ça pourrit littéralement dans des storages. Je te confirme, je suis souvent allé pour vérifier et c'est un hallucinant. Je les ai vus ces lieux, il y a des trucs où je me dis, moi j'aimerais bien les prendre pour moi, pour mes équipes, et même quand ça a de la valeur, on gardait ça au coffre-fort. Et donc tu sais que légalement tu dois le garder 1 an, et au bout d'1 an, ensuite on renvoyait ça dans le service de dépôt.
pour 100 euros qui avait été trouvé dans une chambre. Il m'a fallu attendre plus d'1 an, faire tout un process qui m'a pris une demi-journée pour pouvoir aller récupérer. Ouais. Et ça pour chaque objet. Et donc, du coup, tu te rends compte combien il y a d'hôtels en France? Parce que moi, j'ai fait mon étude de marché. Ouais, il y en a presque 17 000. 17 000. Et donc, 17 000 fois 1 an de conservation d'objets, ça fait à peu près quel volume d'objets trouvés chaque année? Alors, je ne sais pas exactement combien d'objets, mais l'autre fois, tu m'as déjà posé la question. J'ai dit, je crois, quelque chose comme 20 000, et tu m'as dit qu'on était plutôt au million. Oui, c'est des dizaines de millions, et ça, c'est notre étude qu'on a faite avant que je lance la boîte avec mon associé, Jérôme Dumas, qui est mon CTO. On a regardé quand même avant de se lancer, mais est-ce que c'est un mini-sujet ou c'est un gros sujet? Et moi je viens de la logistique de la supply chain, quand tu commences à parler de dizaines de millions d'objets, tu te dis là il y a un vrai truc. Et le vrai truc qui m'a fait démarrer dans l'hôtellerie, il y a 2 choses. C'est que comme tu l'as dit, les hôteliers ne te recontactaient pas, ça c'était mon expérience personnelle, on pourra y revenir. Mais l'autre point, c'est que ça fait des stocks énormes, comme tu le disais. Donc les hôtels ils peuvent avoir des chambres que des zones de stockage devaient trouver. Et pendant 1 an, ça représente quand même pas mal de volume, et en plus ils n'en font rien. Et donc c'est une frustration, et plus tu as du stock, plus tu as la chance de le perdre. Aussi, donc si le client le redemande et que tu ne le retrouves pas, c'est une frustration pour les clients. Évidemment, et là tu parles du côté logistique et tu as raison. Et moi, côté collaborateur, j'avais cette problématique, et puis un jour j'ai un client qui me fait une plainte, mais il se met à hurler à la réception en disant mais ça fait des mois que vous avez ma veste, vous le savez très bien, je viens chez vous toutes les semaines, pourquoi vous ne me donnez pas ma veste? Dis-moi, je suis parti au Canada, il faisait moins 30 degrés, je me suis caillé, c'est vous qui avez ma veste, et vous me le dites des mois après. Et donc je lui explique ce procédé. Il me dit, c'est complètement débile, et il me dit, mais vous vous rendez compte le nombre d'objets que j'ai dû perdre dans les hôtels? Je suis dans les hôtels quasiment 300 jours dans l'année. Et ce jour-là, je me suis dit, donc l'argument, pour ceux qui ne le savent pas dans les hôtels, c'est qu'on ne donne pas les objets trouvés aux clients, on ne les contacte pas parce qu'il y a une vieille histoire qui dit qu'on pourrait envoyer un email ou appeler et tomber sur la maîtresse du client, l'amant ou la maîtresse. Donc c'est pour ça qu'on ne les contacte pas, parce qu'il y a des vieilles légendes où on aurait appelé le client et c'est la maîtresse qui décroche et que ça crée des scandales, etc. Et tu sais, dans les palaces, on aime bien la discrétion, on fait très attention à ça. Et moi, ce jour-là, je me suis dit, c'est-à-dire que pour un client sur 1000, et encore avec un sujet de discrétion, il y en a peut-être 999 qui n'ont pas leurs objets, donc qui en termes d'expérience client sont complètement une expérience dégradée. Tu vois, ce client il était très frustré alors que c'était un habitué chez nous, et qu'en plus de ça, nous, ça nous crée des problèmes de storage, donc de stockage chez nous, et tout, le suivi, etc., etc. Et donc depuis ce jour-là, j'ai commencé à dire à mes équipes, maintenant quand vous avez des objets trouvés, eh bien, on vérifie que le numéro de téléphone soit bien celui du client, l'adresse email, et si on a déjà eu un contact, a priori il n'y a pas de sujet pour le recontacter. Donc, et pour faire le lien avec ta solution, je t'avoue que le jour où j'ai découvert Pikin sur un salon d'ailleurs, je me suis dit mais comment on n'a pas pu y penser avant? Alors c'est pour ça que dans l'innovation, moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai pas fait l'école hôtelière. Je salue Charles qui est dans l'assemblée, qui lui passe d'ingénieur, d'ailleurs on a fait la même école, il passe dans l'hôtellerie. Donc tous les chemins mènent à l'hôtellerie. Et en fait, moi, mon regard extérieur comme client, j'étais consultant dans les années 2000, je faisais 2 à 3 hôtels par semaine, et j'ai fait ce constat-là, moi, côté client, et c'est ça qui m'a apporté un peu ce regard un peu différent, en disant, mais je reçois des enquêtes marketing sur mon expérience que j'ai vécue post-séjour, avec un email, et je ne vois pas trop la différence entre notifier pour une enquête, un sondage ou une enquête client, et me prévenir avec la photo de l'objet, comme quoi j'ai oublié ma paire de lunettes. J'entends complètement, parce qu'on me l'a beaucoup rétorqué et on continue à nous faire cette remarque-là. Tu as raison, c'est une notion de minorité qui bloque la majorité. Moi déjà, ça pose un problème. Et en fait, il faut distinguer aussi les objets du quotidien, parce que quand tu travailles avec ta valise, tu as toujours à peu près les mêmes objets. Si on te notifie pour ta trousse de toilette, ta paire de lunettes, ton chapeau, ta paire de chaussures, ton câble de PC, une tablette, c'est clairement pas quelque chose qui doit être bloquant. Il m'est arrivé la même chose hier avec un chargeur d'ordinateur en l'occurrence. Je peux t'assurer que si on m'avait prévenu dès mon départ, on a votre chargeur, que je l'avais récupéré avant de prendre le train. Avant de prendre le train, ça t'aurait évité d'en racheter un autre, et tu le fais bien, on en parlera plus tard, mais ça a un impact également sur justement le bilan carbone des hôtels, parce qu'on va faire gagner des tonnes de CO2, puisque je ne dois pas racheter un autre équipement. Complètement. Pour ne pas parler que de la pré-séjour, mais aussi comprendre un peu la globalité, tu vois, quelque chose sur lequel moi je voulais élargir, c'est parler parcours client.
En fait, dans mon constat, puisque donc, on n'a pas fait la suite de mon parcours, mais je n'ai pas travaillé que dans les hôtels, et donc à la suite de ça, moi, en 2020, quand la Covid a frappé, j'étais chef de réception, et donc j'ai pivoté, si on peut le dire, et c'est là où j'ai créé ma société, qui s'appelle Hospitality Insiders, et à travers cette entreprise, aujourd'hui, moi je suis donc le consultant extérieur qui vient et qui accompagne les hôtels sur des sujets d'excellence de service. Je travaille beaucoup sur le parcours client, très concrètement avec de la formation, mais ça me permet aussi d'avoir une vision globale du parcours, et j'ai même envie de dire des parcours clients qui sont proposés aux hôtels, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Et c'est un peu le conseil et les éléments que j'ai envie de partager aujourd'hui, d'avoir une vision la plus globale possible sur non pas un, mais des parcours clients. L'homme d'affaires, le persona homme d'affaires qu'on vient de décrire toi et moi, c'est un parcours client qui n'a rien à voir avec le couple avec leur petite fille et une peluche qui viennent dans ton établissement et qui viennent chercher autre chose. Donc ça, c'est le premier point. Et si on regarde les étapes du parcours client, la première étape, c'est comment est-ce que je trouve un hôtel. On se rend compte aujourd'hui qu'en 2024, je ne vais pas surprendre l'assemblée, les clients cherchent en ligne. Donc ils ont un parcours qui commence par le digital, en fait, qui commence en ligne. Pour aller chercher un hôtel, mon comparateur, etc., on va pas faire toutes les étapes. Ou le bouche à oreille, hein. On en parlait avec Charles tout à l'heure, quelqu'un qui connaît, qui a des habitudes, Oui. Et qui recommande un hôtel. Mais après, tu as raison, la recommandation orale termine malgré tout sur le digital. Absolument. Parce que tu vas aller faire ta recherche. Généralement, je fais ma recherche. La plupart du temps, c'est là où on fait la réservation. Je ne sais pas si c'est des statistiques globales, mais moi, quand je parle avec les établissements, même un peu moins de 10% de leurs réservations passent en direct au téléphone, par email. Encore 10% aujourd'hui. Encore quand même. Alors, moi, ma clientèle, c'est du 5 étoiles du Palace, donc avec de la demande spécifique. Ouais, c'est ça, avec une attente sur le service. Moi, je pense que sur, en effet, nos clients de 2 à 4 étoiles, c'est majoritairement les flux. Alors, cela dit, on s'intègre avec des CRM, et Job me disait, donc il propose un CRM, me disait qu'il avait encore justement ce canal de téléphone, et donc ils ont un objectif, c'est de réduire le temps passé à prendre les réservations par téléphone. Oui. Ouais, donc ils en ont encore quand même. Et c'est un sujet dans les hôtels, et à la fois, spécifiquement sur le luxe cette fois-ci, le fait d'avoir quelqu'un au téléphone, c'est aussi de l'expérience. Et c'est là où tu peux faire de la vente additionnelle, créer du lien, proposer quelque chose qui réponde parfaitement à la demande du client. Et il y a une chose toute bête, hein, mais sur un site web, on peut réserver 2 chambres. On ne peut pas réserver des connectings. On ne peut pas demander telle ou telle disposition. Alors que quand tu appelles un agent de réservation, il va pouvoir s'en occuper. Donc tout ça pour dire que on est en partie en ligne. Tu vas recevoir probablement ta confirmation de réservation. Ça, jusque-là, tous les hôtels le font. Sauf qu'entre le moment où tu reçois ta confirmation et le moment où tu séjournes, grâce à des LandJob et autres CRM, tu commences à recevoir des emails. Moi, autant j'aime bien l'email de réservation, autant quand je commence à approcher de mon séjour, je trouve ça un petit peu froid. J'aime bien qu'on commence à me parler peut-être en WhatsApp, ou moi pouvoir envoyer un message. Typiquement, le jour de mon arrivée, si tu m'envoies un email, moi, ma boîte email, je ne la regarde plus. Je suis dans mon voyage. Par contre, mes WhatsApp et mes SMS, je les regarde. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, nous on était historiquement email et SMS par rapport à nos solutions, et on se rend compte qu'en effet, et surtout on a ouvert l'Espagne et le Portugal, c'est culturellement là-bas le SMS il est mort. En fait, c'est du WhatsApp. C'est WhatsApp. Et alors j'en discutais avec une autre solution qui s'appelle Buve, qui fait justement les touchpoints tout au long du parcours que tu décris, et eux il n'y a pas de photo, quoi. Ils disent ben voilà, il faut contacter les clients, et WhatsApp prend la de. Et surtout qu'on a une clientèle internationale. Donc autant le SMS, tu payes un forfait par pays, autant le WhatsApp, en fait, à partir du moment où tu as une connexion Wi-Fi à l'aéroport, ça fonctionne, même si tu es un étranger qui voyage. Alors moi je vais donner la version de l'éditeur logiciel également. Il y a un gros avantage avec WhatsApp, je ne sais pas si vous le savez, mais nous les SMS, c'est un budget annuel pour nous qui n'est pas neutre. Avec un taux de délivrabilité qui est parfois un peu déconcertant selon les zones, et c'est un coût. Et en fait, là on est en train de le tester en ce moment, parce qu'en effet, sur des pays comme en Afrique, un SMS, ça peut venir à 80 centimes d'euros. Quand on fait des milliers, tu imagines un budget certainement pour WhatsApp, oui, il y aura un moindre coût. Et alors c'est pas du tout le sujet de la conférence, mais c'est quand même un petit conseil, c'est qu'en plus WhatsApp aujourd'hui a un vrai outil marketing. C'est-à-dire qu'avec WhatsApp Business, c'est méta derrière et tu peux faire des vraies campagnes marketing. C'est très sous-coté comme outil, et pour autant c'est quand même 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, WhatsApp. Oui, et très complémentaire, parce que si on regarde les zones géographiques dans le monde, en effet, les pays de
moins développés que les pays occidentaux, c'est un devis au Brésil, en Afrique, que l'on trouve très souvent. Complètement. Si je reprends ma chronologie, j'aime bien regarder comme ça, avant, pendant, après le parcours client, on est toujours sur le avant, on arrive sur le pendant de séjour, je suis en train de me déplacer. Et là, je vais arriver dans l'hôtel. Donc, j'ai eu plein d'actions digitales et j'arrive dans un établissement où je séjourne physiquement. Et donc, il est là aussi mon point, c'est qu'en fait, il faut arrêter de penser ou digital ou présentiel, mais plutôt commencer à penser figital. Tu vois, ce mélange de physique et digital. De la même manière que je peux avoir une interaction réservation téléphonique avec mon client et que ce client est en train d'être sur mon site web, de comparer les hôtels en parallèle. Je peux être au téléphone avec lui et en WhatsApp. Il peut être en présence avec moi dans son séjour, avoir cet échange et en même temps commander d'autres choses sur son téléphone, scanner un QR code, tu vois, commencer à regarder des éléments de conciergerie parce qu'on a digitalisé cette partie et qu'on lui met des recommandations qu'il va avoir sur son téléphone. Donc il faut penser ce parcours client, non pas de manière linéaire, mais vraiment avec deux niveaux, si tu veux, un niveau qui va être digitalisé et en omnicanal, donc bien penser email, WhatsApp, SMS, pas tout le temps, mais qu'est-ce que j'utilise à quel moment du parcours client. Et physiquement, tu parlais de touchpoint, donc les points de contact ou les moments de vérité, un peu dans le langage de service, d'expérience, à quel moment est-ce qu'on va aller toucher ce client-là et lui proposer une expérience spécifique dans son séjour. Donc le premier point évident auquel on va penser, check-in, arrivée, et bien là cette fois-ci, il ne s'agit plus d'arriver avec ma boîte email, mais c'est bien un collaborateur qui va devoir interagir avec le client. Et donc toute l'interaction et tout le séjour client doit se passer entre les deux. Hier, je séjournais encore dans un hôtel avant de venir ici, et donc je séjournais avec des collaborateurs avec lesquels j'ai des interactions, mais à un moment, moi j'ai des demandes spécifiques. Et bien parfois, aujourd'hui il y a des tablettes en ligne, je vais commander directement en ligne. Parfois je peux le faire depuis mon téléphone, s'il y a WhatsApp, ça me permet d'envoyer un message rapide. Moi je suis à la salle de sport, j'ai envie de commander mon room service à ce moment-là, tu vois. Donc toujours penser cet omnicanal, les moyens de toucher le client, et en plus ça fait gagner du temps aux collaborateurs parce que quand vous êtes digitalisé, ça évite que vous ayez la queue à votre réception de clients qui ont des demandes très différentes. Alors moi, je voulais te poser une question parce que c'est quelque chose, moi aussi, je fais toujours encore pas mal d'hôtels évidemment, et je suis ravi d'aller visiter nos clients et prospects. Et il y a quelque chose, tu vois, nous aussi, on discute persona dans le parcours avec Pikin, mais je trouve toujours compliqué de savoir à qui tu t'adresses. Oui. Parce que tu vois, par exemple, récemment, mon père est allé dans un hôtel, il m'a dit, oh là, j'ai pas trouvé, on a enlevé dans certains hôtels l'espace d'accueil. Oui. Et donc il était paumé. Bon, il a 80 ans, hein, il dit, bah oui, je suis arrivé, je suis rentré, c'était comme un hall d'aéroport et je ne savais pas à qui m'adresser, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, la réservation, l'accueil à la réception, c'est pas une étape qui me fait entrer, j'ai qu'une envie, c'est de poser mes valises et j'ai pas envie d'attendre à la réception. Donc tu peux attendre dans les agences de location de voitures encore aujourd'hui, tu vois. Donc je me pose la question, est-ce qu'il n'est pas possible de demander à la personne ce qu'elle veut? Non, mais rarement demandé, est-ce que vous voulez qu'on contacte par WhatsApp, plutôt par email? Tu vois, ça se fait pas trop, ça, j'ai l'impression. T'as raison, ça devrait être fait. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a peut-être pas la compréhension de l'échange qu'on vient d'avoir là, du persona. Et deux, je pense que logistiquement, c'est difficile à mettre en place, d'avoir différents accueils. Mais par contre, on a des outils, et on a cité quelques-uns tout à l'heure, qui permettent de faire tout le pré-check-in, donc de faire tous les enregistrements et autres, pour que l'arrivée à l'hôtel ne soit plus une formalité, comme ta location de voiture, où il faut que tu scannes et que tu prennes des photos de ta voiture pour voir s'il n'y a pas d'égratignure, mais que ce soit un moment d'accueil. Un autre qui ouvre les bras à un visiteur en lui disant « Bienvenue chez moi » et je te propose de te faire la visite si tu en as envie, de t'offrir un café si tu en as envie, et si tu n'en as pas envie, que tu veux, tu montes dans ta chambre et on peut échanger à travers les outils digitaux qui sont à ta disposition. Mais le client a le choix. Et alors c'est complètement vrai, et y compris, parce que j'ai eu la chance récemment de faire, justement l'anniversaire de mon père à l'étranger dans un hôtel de luxe, pour le coup. Et alors l'étape où tu attends pendant 15 minutes, où tu t'es que juste crevé parce que tu es jet-lagué, tu as fait 10 heures d'avion, et on t'explique que tout le parcours, tout ce que tu vas voir dans ton séjour, c'est juste pas le moment en fait où j'aurais voulu le faire, quoi, tu vois. Et donc il t'explique tout sur tout, et t'as les yeux explosés, et je voyais mon père qui commençait à réveiller. Je lui dis bah non, on va juste aller dans les chambres, prendre une douche, et après on revient si vous voulez, quoi, tu vois. Donc même dans le gamme, je trouve que c'est très standardisé. Le playbook, le sales playbook ou l'accueil est assez très peu personnalisé finalement.
Le service fourni est personnalisé, mais le déroulé est assez standardisé. Complètement. Absolument, et c'est ça la difficulté, c'est que on a besoin de standardiser nos process pour être sûr d'être constant en qualité. Mais par contre, on a autant de profils différents que de clients, avec des tendances. Mais on a quand même plein de personnages, pour reprendre ce terme, différents qui viennent chez nous tous les jours. Et donc il faut être capable de s'adapter. C'est là où tu as besoin d'intelligence humaine dans tes profils, de t'être débarrassé de ton administratif avec le digital et d'avoir par contre des humains qui sont capables d'interagir et de voir qu'en fait le papy qui est là, qui a 80 ans, qui attend, et ben, il n'a pas le temps qu'on lui fasse la visite de tous les établissements cotés, qu'on lui recommande les musées, il veut juste aller se coucher. Voilà. Et lui proposer ça. Et par contre, s'il veut revenir, on est à disposition. Et on a également, alors peut-être pas le papy de 80 ans, mais accessible d'autres outils digitaux. Il peut scanner un QR code, accéder à la map, la carte avec les recommandations de l'établissement. Il peut avoir des applications dédiées. Il y a plein d'outils aujourd'hui, il y en a plein de salons qui existent, qui répondent à cette problématique. Et après, il faut les intégrer. Et il faut les intégrer. Et tu me fais une transition parfaite avec un énorme sujet que j'ai. En tant que client et aussi et surtout en tant que consultant, on a plein d'outils. Aujourd'hui, le problème, c'est plus les outils et l'existant. Encore une fois, le salon, je pense, c'est un bon exemple. On a des dizaines de solutions, toutes plus révolutionnaires les unes que les autres, sauf qu'elles parlent toutes un peu un langage différent et qu'elles ont du mal à communiquer. Ou alors elles communiquent partiellement, tu vois, que sur certains aspects, pas en profondeur. Alors, c'est plutôt ta partie technique que moi je maîtrise moins, mais je vais te raconter un cas client que j'ai vécu. En fait, les établissements que j'accompagne, souvent je commence par un diagnostic ou un audit dans le jargon, mais que j'appelle un diagnostic qualité, où j'ai pas non pas une grille d'auditeurs, mais en fait ce que j'ai, c'est je fais l'expérience à travers mon prisme. Là on parle d'un établissement 5 étoiles, je ne vais pas donner le nom, mais on est dans Standing Palace, on est à Paris. Je fais ma réservation téléphonique, donc je réserve l'hôtel, je prenne la réservation. L'établissement a plusieurs restaurants. À ce stade-là, ils ne sont pas capables de me confirmer les restaurants. On me met en lien avec la restauration. Ils prennent des réservations restaurants. À ce stade-là, on n'arrive pas à me confirmer le spa. On me met en relation avec le spa, qui me rappelle parce qu'ils n'ont pas de disponibilité. Le spa est finalement confirmé. Je suis à 3 semaines avant mon séjour, j'ai déjà 5 confirmations différentes qui sont arrivées sur ma boîte email, pas une seule. Et donc, quand tu arrives, tu es obligé de les chercher? Quand j'arrive, je suis perdu. Entre-temps, évidemment, moi j'ai poussé un petit peu le curseur, je me suis amusé à les rappeler, à tout changer, mais comme le font des clients dans les 5 étoiles Palace. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai doublé le nombre de confirmations. J'ai mis le pied à l'hôtel, j'avais déjà 12 confirmations sur ma boîte email. Et je leur ai dit, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi mon séjour? Et donc, eux-mêmes étaient perdus parce que les informations se sont perdues. Donc, en fait, ils ont plein d'outils. Un super outil de réservation restaurant. Un super outil CRM qui fonctionne plus ou moins bien avec leur PMS, un super outil spa, mais tout cet écosystème ne parle pas. Et surtout, tu reconsolides pas toutes ces infos. Pour toi, tu pourrais très bien imaginer avoir une seule page qui se met à jour avec l'évolution des trucs. Exactement. Et là, t'imagines qu'en interne, il y a au moins 5 profils Maxime Blo qui existent dans cet hôtel-là. Oui, en plus, comme tu démultiplies dedans. Voilà. Et donc, moi, si je m'adresse au spa et que j'ai eu telle problématique avec le spa, comment est-ce qu'au restaurant ils sont au courant? Oui, puis après à la fin quand tu... Et moi c'est mon expérience client que j'ai vécue en une seule fois. Et là, tu vas voir, ça devient d'autant plus amusant. Le séjour se passe franchement bien, avec un très bon niveau de service. Il se termine, je quitte l'établissement et là je m'aperçois, mais je te jure que c'est vrai, que j'ai oublié un objet. Et j'ai oublié une paire de lunettes. Et je sais que chez vous, c'est une partie des objets qui sont les plus oubliés. Lunettes de vue ou lunettes de soleil? J'ai plus de lunettes de vue depuis quelques années. De marque? Et j'avais une paire de lunettes de soleil, pas de grande marque, mais une paire de lunettes de soleil à laquelle je tiens. Et il fait pas très beau en ce moment à Paris, mais je suis quand même content d'avoir mes lunettes de soleil et j'ai pas envie d'en laisser. Connaissant un petit peu le process, je ne perds pas de temps et j'appelle l'établissement. Donc déjà, dommage, on était quand même 2-3 heures après mon départ qu'on ne m'ait pas contacté. Et c'est là où une solution comme Pikin pourrait être utile. Et en plus, quand j'ai appelé, quelle difficulté pour avoir une réponse. J'ai dû attendre plusieurs heures, avoir plusieurs interlocuteurs à rappeler, alors qu'on aurait pu juste me dire on va chercher et si on l'a trouvé, on vous envoie un SMS ou un WhatsApp et vous pouvez juste valider. Et là, ce serait beaucoup plus fluide.
Et pendant ce temps-là, tu quittais l'hôtel, mais tu rentrais à Bordeaux. Je quittais la ville. Ah oui, voilà. Donc, évidemment. T'as la petite... Et donc là, en l'occurrence, je revenais quelques jours après. Ils ont eu de la chance, ou j'ai eu de la chance, et je suis revenu récupérer moi-même l'objet. Mais quelle frustration! Et on ne parle pas du petit 2 étoiles qui vient d'ouvrir, on parle d'un 5 étoiles très structuré, avec beaucoup de services. Donc ils avaient la capacité d'identifier mon objet tout de suite. Ils l'ont probablement fait d'ailleurs, sauf qu'ils n'ont pas fait le lien. Et il manquait d'outils peut-être et de dialogue dans leurs écosystèmes pour que ça passe d'un outil à l'autre. Trop de profils, Maxime Bleu. Exactement. Exactement. Donc voilà, ça c'était pour un peu illustrer le sujet plus après séjour. Donc je rentre chez moi, bon, les lunettes de toute façon je les ai récupérées 2 jours après. 24 heures plus tard, je reçois un email automatique évidemment, alors quand même signé de la direction, je trouvais ça sympa. Aucune personnalité avec le fameux questionnaire de satisfaction. Et tu vois quel dommage quand on est dans un établissement, d'un standing comme ça, de terminer son séjour par un email automatique avec un questionnaire de satisfaction pas du tout personnalisé. On peut faire beaucoup mieux. Une photo, peut-être prise de moi, ma compagne pendant mon séjour si long, encore faut-il avoir à disposition, mais des équipes. Tu vois, des équipes d'accueil où j'ai la signature du directeur général, je veux voir un visage, parce qu'en fait on s'accroche au visage, on s'accroche à l'humain, pas juste un nom. Et donc ça m'aurait beaucoup plus marqué émotionnellement. Et je comprends qu'il y ait toute une automatisation, mais tu vois, on parle d'omnicanal. Si on m'envoyait un WhatsApp en me disant 4 heures après, Monsieur Blou, j'espère que vous êtes bien rentré à Bordeaux, tout s'est bien passé. Waouh! Là, j'ai l'impression qu'on s'occupe de moi. Ça te touche parce qu'on te parle. Tu n'es pas le client lambda. Pour ça, il faut avoir une vision 360 degrés du client aussi. Il faut avoir le customer intimacy. Moi, tu vois, j'ai travaillé dans le consulting dans les années 2000. J'étais dans une société de services, un cabinet de conseil en management qui nous parlait à l'époque, en 2000, le customer intimacy. Ça va être toujours garder, donc l'intimité client, d'avoir cette proximité, de s'intéresser à la personne, non pas juste pour qu'elle vienne avant le séjour, mais pendant le séjour, pour qu'après le séjour, tu fasses un effet de levier pour essayer de le faire revenir. Parce que là, tu es en train de parler fidélisation client, finalement. Absolument. Et en fait, je vais même être beaucoup plus simple que ça. Je parle relations humaines. C'est-à-dire que quand vous avez un ami qui vient chez vous et qui part de chez vous, déjà, vous lui dites au revoir, vous le saluez correctement, et on aime bien s'enquérir de « t'es bien arrivé à la maison ». Le petit texto du copain qui dit « t'es bien arrivé, ça a été ton voyage, pas de retard avec la SNCF », ça change tout. Mais il s'agit juste de faire ça, entre guillemets, et c'est tellement difficile à la fois à processiser à l'échelle d'un hôtel. Oui, et puis c'est encore un message que tu envoies à un client avec certains qui ne souhaitent pas forcément être non plus sûrs contacter. Oui. Donc, j'ai eu une discussion, Maxime, avec un hôtelier à Lyon, qui fait partie du réseau des châteaux, et qui me disait, bah oui, mais nous, on agrège tout un tas de services avant le séjour pour faire venir les gens de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, et également leur départ, une fois qu'ils sont partis, ils commandent le taxi et ils vont à l'aéroport. Et il me disait, ouais, mais tu sais, Jérôme, moi, à force, les clients, ils attendent à ce que l'hôtelier reçoive leur conciergerie depuis le départ de chez eux jusqu'au retour dans leur lit, quoi, tu vois. Et il me disait, bah, nous, c'est pas notre mission. Notre mission, c'est quand il est chez nous, quoi, tu vois. Et ils ont eu des reproches de clients, plutôt compté de gain, comme quoi bah, le taxi avait eu de retard et ils ont loupé leur avion. Oui. Et je me dis, tu vois, c'est bien de leur apporter cette vision-là, mais jusqu'où tu t'arrêtes aussi, et de bien faire comprendre quand même aux clients que, attendez, l'hôtel, c'est l'hôtel, quoi. Oui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, mais je pense qu'il y a aussi une différence en fonction du standing de l'hôtel. Je pense que typiquement, quand tu réserves un 5 étoiles et a fortiori un palace à plusieurs milliers d'euros la nuit, je pense que le client s'attend, et c'est son droit, à ce que le moyen de venir à son établissement, ça fasse partie des parcours clients. Déjà parce qu'on a des voitures qu'on met à disposition. Moi, j'ai même déjà eu des clients qui arrivent en taxi, qui se sont fait voler, tu sais, des taxis au black qui prennent à l'aéroport, qui font faire une balade dans Paris, qui facturent 120 € en cash, qui ont eu ça, et qui font leur check-in à la réception avec moi, et qui me parlent comme à du poisson pourri parce que leur séjour était ruiné à cause de ces expériences, et dans leur tête, j'ai été responsable. Déjà, tu étais français, donc a priori, tu es en France, tu t'en prends une. Mais je pense parce que j'étais l'hôtel. Ils n'ont pas raison en soi. Ce sont des éléments différents, mais on s'en fiche dans leur perception client.
eh bien, ils comprennent que moi, je suis responsable. Donc, je peux aussi, à ce standing-là d'établissement, décider d'aller encore plus loin dans l'expérience que je propose et typiquement, en utilisant du digital et de l'omnicanal, recontacter le client, lui montrer peut-être un trajet ou lui faire des recommandations ou lui réserver Uber, taxi, voiture privée en fonction de ce qu'il a envie. S'il veut prendre les transports en commun, de lui digitaliser le parcours pour qu'il ait plus qu'à le suivre, faciliter. C'est intéressant ce que tu dis parce que quand on parle du secteur de l'hospitality, moi qui découvre encore un peu, mais qui a un regard sur d'autres secteurs d'activité, c'est vrai que l'hospitality, ce n'est pas l'hébergement. L'hospitality, si tu l'apprends, alors nous on a eu la chance là d'être retenu, je suis un peu compliqué, mais on a été retenu avec un label qui a été créé par l'État, par le ministère du Tourisme, Marina Ferrari, là, qui est passée sur le stand. Et un des sujets qu'on est suivi par la BPI, par Business France et Atout France, et eux, au niveau de l'État, donc de la France, de la nation, l'hospitality, c'est exactement ce que tu dis. C'est à partir du moment où tu arrives avec un moyen de transport, bateau, voiture, avion, train, à partir du moment où tu arrives en France, l'hospitality à la française démarre dès ce moment-là. Et il faut voir que ça a un sens avec ce que moi je pense qu'on fait avec modestement avec Pikin, c'est que justement changer cette vision de l'expérience client et du service client qui est quand même assez négatif. Moi, quand j'en parle avec mes copains anglais, j'ai bossé en Angleterre, le service à l'anglaise, les Américains nous disent mais on est nul, le serveur de café, voilà, on te fait tout ça. Le réceptionniste à l'hôtel qui est pas sympa, l'accueil du taxi à l'arrivée de ton aéroport, et donc je pense qu'on a tous une responsabilité aussi dans ce secteur-là, de dépasser uniquement l'hébergement, mais faire que cette expérience qu'il y a soit positive, comme tu le dis, depuis le moment où tu touches un pied au sol sur la France, jusqu'à ce moment où tu pars, juste pour faire un clin d'œil, moi ce que j'avais dit au ministre il y a 3 ans, quand il nous avait retenu pour le match, on était premier tourisme de demain avec post-Covid, moi j'avais dit, mais nous, notre mission, c'est de changer cette image de la France où on a un service client qui n'est pas au niveau, et nous, on veut bouger un peu. C'est une des critiques principales, puisque tu parles de tourisme de destination, et il s'agit de ça, c'est une des critiques principales qui sont faites à la destination France aujourd'hui. Le mauvais rapport qualité-prix. On a des prix très élevés, avec une qualité qui est pauvre, considérée par rapport à ce qu'on facture. En fait, les clients, les voyageurs qui arrivent, notamment sur des destinations comme Paris, ont des attentes très très élevées et sont très souvent déçus de ce qu'on propose, et notamment parce que tu appelles l'hospitality, donc l'hospitalité, l'accueil qui leur est fait. Et en effet, l'accueil, c'est pas que dans les hôtels de luxe, parce que là encore c'est facile, on est formé. Mais ça commence avec l'aéroport, la gare, le taxi qui va t'accueillir, et donc il y a tout un sujet plus global sur lequel travailler pour proposer un parcours client, si on peut le dire, on va utiliser ce terme encore, plus global et plus qualitatif, et engager tous les intervenants, parce qu'en fait on serait tous gagnants à faire ce travail-là. Ouais, c'est plutôt la notion de parcours voyageur cette fois-ci en fait. Et je pense qu'il y a eu une image qui a été un peu bougée là-dessus et où on a gagné des points, qui j'espère répercutera des effets positifs sur l'hôtellerie en France. C'est les JO. Les Jeux Olympiques, c'était fou. Voilà. On a vu ce que pouvait être notre destination quand on se mettait tous derrière notre drapeau. Et qu'on avait tous la même logique de on veut faire de cet événement un symbole de l'accueil et montrer notre savoir-faire. Et c'était incroyable l'ambiance qu'il a régné dans Paris et en France pendant quelques semaines. Alors c'était un peu utopiste de rêver à ça pour tous les jours, tout le temps, mais je pense qu'en sensibilisant et en formant mieux les différents acteurs, on pourrait aller dans cette dynamique-là. Tu sais, on a toujours besoin d'un modèle pour savoir que tu peux le faire. Et là, je pense qu'en effet, ça a été un bon exemple de ce que peut montrer. C'était un peu une vitrine sous cloche. Moi, j'ai pas la langue de bois, je pense que tu me connais. Voilà, on sait que Paris a été mis sous cloche notamment. Il y a eu 2 destinations en dehors de Paris. On est basé à Nantes. On a eu les JO à Nantes. Moi, je me suis déplacé à Bordeaux, à Marseille, à Lille, à Lyon. Enfin, c'était les JO. Ça a dépassé en plus que notre centralisation du beau pays à Paris. Mais à Paris, c'est vrai que Paris a été mis sous cloche. Moi, je fais du rugby, j'ai eu l'occasion de faire le rugby à 5, le rugby à 7, le 7 super expérience. Et j'ai vu qu'en effet, tu avais de la sécurité, parce que c'était le premier élément qui était un enjeu critique sur ces JO, et on a eu un dispositif très spécifique. Mais par contre, en termes d'accueil, moi je vois que tout le monde a élevé le niveau de jeu. Et ça montre que peut-être, c'est un exemple à suivre pour la suite. Complètement. Il y a plein de sujets là-dedans. Je vois qu'un peu leur tourne. Est-ce que tu... Questions-réponses ? Ouais, tu veux qu'on prenne, voir s'il y a des questions de quelques interlocuteurs qui sont là, qui ont envie d'échanger. Et j'en profite pour saluer
Est-ce que vous auriez des... Salut Benoît. Est-ce que vous auriez des questions à poser à un MOF, un meilleur ouvrier de France réception? Charles? Ah, faut se lancer, messieurs. Messieurs, dames. Sinon, ça va être les dames. Est-ce que vous voudriez... vous êtes d'emploi, par exemple? Ah là, pardon? Ah ouais, bah, c'est d'accord. Et Charles, en tant que futur hôtelier? On a beaucoup parlé des standards de la réception sur des solutions, j'ai envie de dire standards, haut de gamme, moyenne gamme, des hôtels qui font de l'hôtellerie. Nous, on est sur des secteurs qui sont un peu plus, on se lance sur des secteurs un peu plus hybrides, j'ai envie de dire, qui sont avec de nouvelles tendances, campagne, toute une approche bien-être, nature. Voilà, donc on essaye un petit peu de prendre des chemins de traverse. Donc toi tu te diriges, resitue un peu, tu vas être installé où? On est en train de racheter un établissement en Bourgogne qui fait des gîtes, il y a un hôtel, il y a un restaurant, c'est dans une ancienne ferme. Il y a 2 hectares de terrain avec des forêts, des champs, et donc on va se positionner sur des choses qui sont vraiment hybrides entre de l'hébergement, mais également la réception, de l'animation de groupe, la réception, par exemple avec moi il y a des groupes de tai chi qui viennent pendant une semaine. Bien-être. C'est pas tout à fait des séminaires, c'est pas tout à fait ils viennent pas tout à fait pour l'hôtellerie, donc on est en train de prendre plein d'informations aujourd'hui sur le salon, plein d'informations, c'est super intéressant. Par contre, je ne vois pas donner un livret électronique parce que les gens, je pense qu'aujourd'hui, sur ce type d'établissement, ne viennent pas pour ça. C'est limite, on serait sur des établissements où on dirait, je pense que c'est important pour nous, où on dirait on a coupé tout le wifi parce qu'il n'y a plus rien chez nous. Oui, toi c'est à l'inverse en fait. Cette nouvelle tendance qui, je pense, est réelle par rapport à l'enseignement qu'on peut avoir dans notre standard que vous avez, comment on l'adapte, comment on peut prendre... Moi je pense, alors ça me fait faire vraiment la transition avec le message plus global que j'ai envie de faire passer. Je pense qu'il faut regarder le parcours client global qu'on a envie de proposer dans notre établissement. Si votre établissement n'est pas un palace urbain, à ce que je comprends, et c'est très bien, eh bien, il faut faire une proposition qui soit adaptée. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus rural, avec des clients qui cherchent la déconnexion, et bien on va leur proposer une expérience de déconnexion. Et donc auquel cas, pas leur envoyer plein de messages, etc. L'exemple que je racontais tout à l'heure, on est sur un établissement urbain parisien, avec des clients qui voyagent beaucoup, donc qui sont habitués à avoir cette masse d'informations, à circuler dans des grandes villes et qui ont besoin de réponses immédiates. Quand un client vient en vacances pour se déconnecter, eh bien, on peut lui dire dès le début, dès l'email de réservation, de confirmation, lui dire nous, on vous propose une expérience de déconnexion, donc vous ne recevrez aucun email de notre part, pourquoi pas, et jusqu'à votre arrivée, si vous avez besoin, appelez-nous, il y a des vrais humains derrière qui sont vous, admettons les propriétaires, vous mettez vos visages, vous mettez en avant, et pour aller dire que eh bien, vous êtes là pour leur répondre. Et ça crée aussi un lien spécifique. On n'est pas obligé de rajouter toutes ces étapes, tous ces outils qui, dans votre cas, on entend, ne sont pas forcément nécessaires. Les outils, ils sont très bien quand on les utilise correctement, mais à partir du moment où on les démultiplie, ils perdent un petit peu en énergie s'ils ne sont pas intégrés correctement dans votre écosystème et dans votre parcours client. Si je peux compléter, je connais moins ces trucs-là parce qu'on est vraiment sur le poste de séjour, mais ce que j'entends aussi, et c'est une vraie demande qui augmente, on est tous concernés à tous les âges, de 7 ans à 77 ans. Je voyais mon père encore de 80 ans qui était sur son téléphone, comme mon ado de 17 pendant nos vacances. Là. Et je pense que tu peux aussi proposer quelque chose où il faut arrêter de solliciter les clients sur leur téléphone perso, mais tu peux leur mettre des écrans de votre côté pour quand même automatiser, parce que vous serez une petite structure, vous n'aurez pas forcément beaucoup de temps disponible pour chacun d'entre eux. Donc en fait, ce que tu parlais de hybride, il faut trouver le bon angle de laisser les services, parce que tu ne vas pas être 24/7 derrière chacun de tes clients, c'est pas possible. Et donc trouver ce mix là-dessus, ça je pense que c'est un enjeu pour vous, tout en étant dans une démarche de je déconnecte avec mon téléphone perso. Je pense que c'est peut-être une piste à creuser, je ne sais pas si tu as des exemples. Non mais complètement, et ça se fait de plus en plus. Aujourd'hui, on cherche à déconnecter.
Il y a des établissements qui proposent donc, que le client mette son téléphone dans une boîte fermée et le récupère qu'à la fin de son séjour. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui pourrait être adapté chez vous, mais on peut pousser très très loin le... Moi j'ai même accompagné une start-up à un moment qui justement le principe c'était d'avoir un boîtier tout le temps avec toi et tu tournais et comme ça te bloquait pour être sûr que tu n'utilises pas ton téléphone. Exactement. Ouais, c'est une bonne sécurité. Donc je pense que le terme d'hybride que tu utilises, il va très bien avec celui de digital que je donnais tout à l'heure, d'avoir de travailler entre les deux, de penser parcours client physique et digital et de voir à quel moment vous voulez toucher le client, quels sont les points de parcours que vous voulez utiliser. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plein de points digitaux. Dans votre cas, ça va probablement être la partie réservation et il y a quelques automatisations à mettre en place et probablement pas grand chose jusqu'au séjour. Et peut-être après le séjour, eh bien, il y a d'autres choses que vous allez devoir mettre en place. Et vous, peut-être, de par la taille de votre structure, vous allez être capable de personnaliser des interactions. Vous allez être capable de personnaliser des interactions d'email, de remerciements. Et bien, vous pourriez peut-être envoyer ce fameux SMS photo, comme d'ailleurs ça se fait dans les maisons d'hôtes classiques. Moi, j'ai déjà séjourné dans des maisons d'hôtes où vous avez les hôtes qui vous envoient un petit texto ou vous appellent à la fin de la journée pour savoir si vous êtes bien rentré. Bien, peut-être que c'est quelque chose que vous pourriez mettre en place. En tout cas, voilà, réfléchir ce parcours client global et comment est-ce que vous voulez interagir avec vos différents visiteurs dans vos établissements. Je pense qu'on va, j'ai production, on va arrêter là. On coupe. Juste pour terminer, pour faire ce dernier point, pour reboucler avec Pikin, c'est aussi quelque chose qu'on a eu en tête à un moment, parce que nous, on propose la solution pour qu'elle soit au maximum automatisée via le WhatsApp qu'on a expliqué et l'email pour que le client soit autonome. Mais il n'y a rien qui empêche nos hôteliers 5 étoiles et les palaces. On travaille avec le groupe Barrière sur les 5 étoiles qui a le Fouquet's à Paris et l'hôtel des Neiges qu'on va démarrer là pour la saison haute. On est avec Royal Evian également, donc Palace, l'hôtel de Hayat du Palais à Biarritz. Et eux, ce qu'ils peuvent faire, c'est s'ils veulent garder ce contact avec le client, il n'y a rien qui les empêche de les appeler par téléphone. Voilà, on a peut-être retrouvé vous en auriez pas oublié quelque chose dans nos chambres. Ils sont sur la fiche de l'objet trouvé et ils notifient le client juste. Ils répondent même des fois à leur place, pour les personnes âgées notamment, tu vois. Donc en fait, il faut toujours revoir nous nos solutions en tant qu'éditeur logiciel pour qu'on ne soit pas en full, voilà, les générations, comment on les appelle, Z, exactement, et tous ceux qui sont digital natives. Il n'y a pas que maintenant, on focus tellement sur eux qu'il ne faut pas oublier les autres. Et donc il faut qu'on pense, nous, éditeurs logiciels, à développer une solution qui permet toujours d'ébrayer et rester sur le contact humain. Et nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on propose à nos hôtels et établissements haut de gamme. Maxime, merci, un grand merci à toi d'être venu aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été présent aujourd'hui. Et puis on peut poursuivre les conversations. Avec une chocolatine ou un pain. On peut donc terminer avec une chocolatine ou un pain au chocolat, comme vous préférez. Alors toi, tu prends quoi? Moi, je vais prendre un croissant. Merci.